J'appelle maintenant Benoît Leguet, qui est donc le directeur général de I4C, qui est un think tank, on peut le dire, Benoît, dans la galaxie de la Caisse des dépôts sur les problématiques de développement durable. Merci beaucoup, Benoît. Merci Olivier, bonjour à tous. Alors, je vais vous parler de climat, mais ne croyez pas que la transition écologique se résume au seul thème du climat. C'est simplement ma spécialité. Si vous n'aimez pas le climat, je vous invite à écouter ce que je dis et à remplacer climat par biodiversité, etc., et à mettre le thème qui vous est cher dans la transition écologique. Alors, quelques points. Pour commencer, j'imagine, vous savez qu'il y a un accord de Paris qui existe, vous connaissez ses objectifs. Maintenir la température, le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés, ce qui veut dire en bon français ramener les émissions à zéro au niveau mondial avant la fin du siècle. Deuxième objectif, promouvoir l'adaptation au changement climatique. Alors 2 degrés, 3, 4, 5 degrés, tout ça, c'est un peu pareil pour le profane. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui nous sépare des mammouths, c'est 5 degrés. Donc quand on dit qu'on va gagner 2, 3, 4, 5 degrés, c'est un changement d'air climatique qui s'annonce, et donc des modifications profondes de notre environnement et disons de nos systèmes économiques. Troisième objectif, aligner les flux financiers avec les deux objectifs précédents. Aligner les flux financiers, en bon français, ça veut dire investir plus dans du vert, entre guillemets, c'est-à-dire des choses qui sont compatibles avec les objectifs précédents, et en même temps, investir beaucoup moins dans du marron, c'est-à-dire des choses qui sont orthogonales à l'atteinte des objectifs émissions nulles avant la fin du siècle et adaptation au changement climatique. Alors pourquoi je vous parle de l'accord de Paris? C'est tout simplement parce que l'Europe, la France ont ratifié cet accord. Et donc, il va falloir y contribuer d'une certaine façon. Pour la France, l'objectif est clair, neutralité carbone à horizon 2050. 2050, si vous n'êtes pas fort en maths, c'est dans 31 ans. Dans 31 ans, les émissions françaises doivent être nulles, c'est-à-dire que les rares émissions résiduelles doivent être compensées par une séquestration équivalente. Gardez ça en tête, ça sera important dans la suite de ma péroraison. Alors la question, je pourrais évidemment vous détailler tout un catalogue de mesures techniques, ce qu'on peut faire pour arriver à zéro émission nette et en même temps être adapté au changement climatique. Mais l'essentiel n'est pas là, l'essentiel, ce n'est pas la technique. La question que doivent se poser les territoires, c'est finalement quelle place pour mon territoire dans une France neutre en carbone et accessoirement, comment je réponds aux besoins des populations. Pour être très pratique, comment se loge-t-on, comment se nourrit-on, comment se déplace-t-on dans un monde zéro carbone et adapté au changement climatique? C'est les réponses qu'il va falloir trouver. Alors on a jusqu'à 2050, peut-être un petit peu avant quand même. En tout cas, c'est les questions qu'il faut se poser. Et pour moi, ce sont de formidables opportunités pour redéfinir un projet de société. J'entendais les termes contrat social, etc. Oui, c'est un nouveau contrat social qu'il nous faut écrire collectivement. Pouvoir public, ménage, entreprise. Et donc, territoire. Alors, 4 points essentiels, de mon point de vue, pour réussir cette transition. Alors, pour que vous gardiez en tête ces 4 points essentiels, j'ai essayé de trouver des petites citations. On va commencer par une citation française. Un fabuliste français, Jean de La Fontaine, qui a écrit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». 2050, c'est dans 31 ans. Donc, si on commence à se préoccuper de la transition énergétique en 2049, c'est perdu d'avance. Un certain nombre d'investissements qu'on fait aujourd'hui auront des impacts en 2030, 2040, 2050. Et entre maintenant et 2050, vous aurez finalement relativement peu d'opportunités pour faire des investissements. Un changement de chaudière, un changement de véhicule, un choix d'investissement dans une infrastructure, la rénovation d'un logement, ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. On le fait de façon discrète, une fois tous les 5, 10, 20 ans. Et donc, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Il va falloir parfois accepter de payer plus cher aujourd'hui pour éviter de refaire dans 10, 20, 30 ans. L'exemple de la rénovation thermique du bâtiment est éclairant. Si vous faites de la rénovation énergétique à la petite semaine, vous devrez refaire dans 10 ans, dans 20 ans, le même travail, et donc vous finirez par payer 2 fois. Donc autant y aller carrément et faire de la rénovation qu'on va appeler profonde, qui soit compatible avec la neutralité carbone à horizon 2050. Donc le message là-dedans, pensez le long terme dans vos PCAET et autres SRADET, pour ceux à qui ces acronymes un peu barbares parlent. Deuxième citation que j'ai prise d'un physicien danois. « Prédire est très difficile, surtout s'il s'agit de l'avenir ». Ça, c'est Niels Bohr qui a dit ça. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que je vous ai dit que le climat allait changer. Il va se passer des choses et on ne sait pas trop quoi. Alors on sait à peu près ce qui va se passer, mais dans le détail, on ne sait pas. Et pour moi, essayer de prédire, c'est un peu illusoire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une démarche prospective. Qu'est-ce qui se passe si? Qu'est-ce qui se passe si le climat change? Qu'est-ce qui se passe si on arrive dans un monde zéro carbone, etc.
Prospective, c'est complètement différent, c'est finalement se poser les questions, comment fait-on pour, dans telle ou telle figure, dans tel ou tel cas de figure. Alors, quelques exemples concrets de démarches prospectives qui ont été lancées en France. J'aimerais bien citer la Nouvelle-Aquitaine, qui, à travers le projet Acclimatera, a finalement réfléchi aux impacts du changement climatique sur la région, comment cela allait modifier l'économie locale, comment les acteurs allaient être impactés. Et puis au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, il y a un certain nombre de groupes, donc de GREC, de groupes régionaux d'études du climat, qui font le même exercice. J'aimerais bien citer la Bretagne également, qui fait le même exercice dans le cadre de sa Brescope. Il n'y a pas que les territoires, il y a également les entreprises. Et les entreprises peuvent aider les territoires. C'est un dialogue qu'il faut nouer entre les entreprises et le territoire. L'exemple que j'aime bien citer là-dessus, c'est la SNCF, qui réfléchit à la façon dont le changement climatique va impacter ses activités. Changement climatique, ça veut dire des pics de température, ça veut dire des pluies diluviennes parfois, ça veut dire des sécheresses, ça veut dire des feux de forêt. Tout cela peut impacter, ça veut dire accessoirement une montée du niveau de la mer, tout cela peut impacter l'activité de la SNCF. Et puis, dans le groupe Caisse des dépôts, il y a une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Alpes qui a également réfléchi à ce genre de choses. Donc, le message là-dedans, c'est essayer d'avoir une vision prospective. Préparez-vous à être surpris par ce qui va se passer, tant du côté du climat que du côté du carbone. Troisième petite citation, une citation d'un auteur américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Mark Twain. Il a écrit dans un moment de lucidité « Acheter de la terre, on n'en fabrique plus ». Alors pourquoi je vous parle de terre ? Réfléchissez un petit peu. Le rôle des sols. Un sol, ça sert à quoi ? Alors un sol, ça sert à produire de la nourriture, accessoirement, c'est quand même un petit peu utile. Et puis si je regarde avec un angle strictement climat, donc j'oublie tout ce qui est production de nourriture et je considère que c'est quelque chose d'accessoire dans l'affaire. Si je regarde avec un angle climat, un sol, ça sert à séquestrer du carbone. Et donc ça peut être utile pour atteindre un objectif de zéro émission nette. Et accessoirement, ça peut servir à protéger, disons à absorber de l'eau ou à protéger d'événements extrêmes. Donc le rôle des sols va être essentiel dans les prochaines années. C'est essentiel également pour la biodiversité, pour tout un tas d'autres choses. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est dans un système dans lequel un sol bétonné est un sol qui a plus de valeur qu'un sol nu. C'est peut-être quelque chose qu'il faut questionner. Et en tout cas, pour les territoires, ça pose tout un tas de questions sur l'aménagement du territoire, etc. Ça pose des questions de relations ville-campagne dans une France neutre en carbone. Je vais vous faire un scoop. Il y aura certainement des territoires qui seront émetteurs de carbone, au hasard les villes, ce qui veut dire que si on veut être neutre en carbone, il faut que des territoires séquestrent du carbone. Au hasard, les campagnes. Donc ça va poser des relations ville-campagne, des questions de relations ville-campagne, entre les territoires et certainement au sein des territoires. Alors les exemples, pour donner un peu de concret là-dessus, la ville de Paris y réfléchit. La ville de Paris, ce n'est pas simplement les 2 millions d'habitants hors sol. Il y a tout un hinterland dont finalement l'activité économique dans de la ville de Paris dépend. La Rochelle y réfléchit. Et puis, peut-être pour donner un exemple plus à l'est, le Grand Nancy y réfléchit également. Dernière petite citation, une citation d'un Américain également, alors plus récent que Mark Twain, dont le nom est prédestiné puisqu'il s'appelle James Frick. On va parler d'argent. Alors Frick fait partie des artisans qui ont levé beaucoup d'argent pour Notre-Dame. Alors Notre-Dame, pas la cathédrale, mais l'université aux États-Unis, en fait, c'est vraiment l'artisan, on va dire, de la levée de fonds de l'université Notre-Dame aux États-Unis. Il a dit une phrase que j'aime beaucoup. Il a dit « Ne me dites pas quelles sont vos priorités. Dites-moi où vous mettez votre argent et je vous dirai quelles sont vos priorités. » Et ça, le message à retenir là-dedans, c'est que les collectivités territoriales, pour ne citer qu'elles, ont un rôle essentiel à jouer dans la transition. On a parlé d'investissement, il va falloir mobiliser de l'argent public, de l'argent privé. Mais la clé de tout ça, c'est des budgets publics qui soient compatibles avec la transition écologique. Et s'il y a des élus dans la salle ou des techniciens, je vous pose une question un peu de but en blanc. Avez-vous une idée de la couleur du budget que vous votez chaque année ? Est-il compatible avec l'accord de Paris, entre guillemets vert, ou complètement incompatible avec l'accord de Paris ? Si vous avez des idées, super, venez nous voir et on en discutera. Si vous n'en avez aucune idée, ça nous intéresse aussi beaucoup. Et on va essayer de produire des choses qui vous permettront, en tout cas, de savoir quelle est la couleur du budget que vous votez. Voilà, je finis avec 2 vœux. Le premier vœu, c'est celui que vous vous posiez des questions. J'ai essayé de vous donner un certain nombre d'informations, mais finalement, le travail, ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est vous qui allez le faire. Quand je dis vous, c'est les territoires, les collectivités, les ménages, les entreprises. Posez-vous des questions. Qu'est-ce que ça veut dire 2 degrés, 0 émission nette ? Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter au changement climatique ? Ou plus exactement, être résilient au changement climatique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas une question écolo, c'est vraiment une question de durabilité des territoires. Et je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde dans la salle qui veuille avoir des territoires pas durables.
parce que ça veut dire qu'il y a une fin. Ça fait toujours un petit peu peur. Donc voilà, c'est une question qui, à mon avis, n'a rien à voir avec l'écologie, mais simplement avec la bonne gestion. Deuxième vœu, pousser la Banque des Territoires, puisque nous sommes ici dans un événement organisé par la Banque des Territoires, pousser la Banque des Territoires à être proactive et à transformer toutes les idées que vous pouvez avoir en projets qui soient finançables, investissables, etc. Bref, cherchez en tout cas à la pousser dans ses retranchements. Et en parlant de pousser dans les retranchements, je vais appeler tout de suite Christelle, qui va venir vous parler au nom de la Banque des Territoires.